Bonsoir, mesdames et messieurs. Je commence par excuser le président Etchegaray qui devait être parmi nous, mais qui est retenu. Et donc, madame la vice-présidente, en charge de la transition écologique et énergétique, mais aussi de l'agglomération citoyenne, dont l'engagement sans faille depuis des décennies n'est plus approuvé pour tous ceux, je pense, qui sont dans cette salle. Et vous êtes notamment, et c'est en lien avec la conférence qu'on va entendre ce soir, mobilisés sur une transition juste. Monsieur Dominique Bourg, merci beaucoup de votre présence. On est très honorés que vous soyez venu jusqu'à Bayonne, en train, naturellement. Vous venez de loin, puisque vous venez de Suisse, mais vous passez par Paris. Merci beaucoup pour cette conférence que vous allez animer sur le thème de l'urgence climatique. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, parce que je sais que l'agglomération dans ses agents est bien représentée. J'ai vu aussi beaucoup de gens de la ville de Bayonne, d'autres collectivités. Je sais qu'il y a aussi des acteurs du privé, des associatifs. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence sur l'urgence climatique. C'est un sujet qui évidemment nous occupe et qui nous occupe à l'agglomération presque naturellement. Nous avons naturellement les compétences pour travailler sur cette question, les mobilités, l'énergie, l'urbanisme, évidemment l'eau, les déchets, etc. Et donc nous avions envie de continuer ce travail et d'expliquer en fait pourquoi est-ce qu'il y avait urgence à agir. Et c'est le titre de la conférence ce soir. Et votre présence nombreuse, on était complet. Donc il y a encore quelques sièges vides, mais les inscriptions étaient complètes, montre que ce sujet continue de mobiliser et d'inquiéter parfois, et on va en parler ce soir évidemment. Alors on est très heureux évidemment parce qu'il y a urgence pour nous à intensifier les efforts collectifs. On le fait à la communauté d'agglomération dans le cadre du plan climat air énergie territorial. Vous le savez, c'est un grand nombre de mesures qui sont engagées depuis le début du mandat pour travailler ces questions d'énergie, de mobilité, de déchets. On a un taux de réalisation de nos objectifs qui est de 96%, donc on a encore un peu de boulot pour finir le mandat, et surtout attaquer le prochain mandat avec un nouveau plan plus ambitieux encore que le plan qu'on avait présenté en 2021. On a besoin d'accentuer nos efforts au regard de ce que vous entendez tous les jours dans la presse, ce que vous entendez ou que vous lisez quand vous lisez les rapports du GIEC, ce que vous constatez quand il y a des inondations sur notre territoire, quand il y a des sécheresses, comme en 2022, qui a touché tout le territoire. Il y a eu des villages du Pays Basque qui ont manqué d'eau, les estives étaient brûlées. Donc on a, nous aussi, localement, une sensibilité évidente avec ces sujets. Et donc il faut qu'on accélère pour faire face à ce changement climatique. On a évidemment à la communauté d'agglomération un certain nombre d'actions à porter, mais les communes font aussi beaucoup. Les entreprises, on en parlait juste avant la conférence avec Dominique Bourg, il y a une réglementation européenne. Alors les réglementations européennes sont toujours enquiquinantes, mais qui s'appelle la CSRD. C'est une obligation qui est nouvelle pour les entreprises pour pouvoir montrer leur engagement climatique. Je résume, c'est une double comptabilité. À côté de la comptabilité financière, il y a désormais une comptabilité sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et on entend dans le débat public, dans le débat national, dans le débat européen, certains politiques qui voudraient revenir sur cette réglementation qui produit déjà des effets. On le voit et on a, quand on discute avec les chefs d'entreprise, on voit leur engagement. Ils ont déjà pris le pas. Au départ, évidemment, ils ont râlé. Quand on instaure de nouvelles règles, de nouvelles obligations, pour un chef d'entreprise, ça fait des coûts supplémentaires. Mais on le voit, ils sont déjà à l'heure du rendez-vous, et ils ont pris le pas. On y est nous-mêmes soumis, alors pas directement, mais il y a un an, on a voulu faire un emprunt, et la banque avec qui on a voulu emprunter nous a demandé de prouver qu'on respectait, qu'on avait une responsabilité sociale et environnementale qui était du niveau CSRD. Donc on le voit que ça, par ricochet, ça nous touche, nous aussi, administration publique. On a besoin d'accentuer nos efforts. On a besoin de les faire avec tout le monde. La semaine climat qu'on a portée en octobre 2024, c'était ce message-là. On a réuni toutes les communes, on a réuni des entreprises,
les associations, tous les acteurs socio-économiques qui sont venus nous raconter comment eux prenaient leur part aussi avec nous dans cette lutte contre l'urgence climatique ou contre le changement climatique. Et, on l'oublie souvent, mais je pense que vous le rappellerez, l'effondrement de la biodiversité, qui est un sujet évidemment tout aussi majeur que le risque climatique et le réchauffement climatique. On a eu près de 200 acteurs lors de la semaine d'octobre qui nous ont accompagnés et qui ont montré, on avait diffusé un questionnaire, et qui ont montré leurs engagements sur différentes thématiques, que ce soit la mobilité, les bâtiments, l'agriculture, la consommation, la production aussi, ou la préservation des écosystèmes. Et on a fini par un petit bal d'encens qui est jamais désagréable, notamment parce qu'il y a un sujet dans le backlash écologique aujourd'hui, de cette écologie dite punitive, un terme qu'on entend malheureusement encore, il n'est pas tout neuf mais on l'entend, et à l'inverse, je pense et on pense que l'écologie, c'est quelque chose de désirable, parce que c'est tout simplement laisser un monde un peu moins sale et un peu plus vivable pour demain, pour les générations futures, et peut-être même et surtout la nôtre. Donc voilà, donc cette conférence elle a été imaginée dans la lignée de cette semaine climat, et nous sommes vraiment honorés, Monsieur Dominique Bourg, que vous puissiez nous offrir cette conférence qui permettra de comprendre les ressorts, et on en parlait juste avant, les ressorts culturels, les ressorts presque intimes, psychanalytiques, qui parfois nous empêchent, tout en portant des jolis discours ou en ayant des actions qui sont favorables et qui nous emmènent parfois dans des directions qui ne devraient pas être prises de façon un peu étonnante. Le fumeur que je suis en sait quelque chose. On a beau nous dire qu'il y a un cancer au bout, comme il n'est pas là tout de suite et palpable, on a parfois du mal à mettre ses actes en cohérence avec sa pensée. Alors pour finir, je rappellerai que vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lausanne, une figure majeure de la réflexion écologique contemporaine. Moi, j'ai lu vos ouvrages il y a déjà des années, donc il y en a quelques-uns, puisque la librairie de la rue en Pente nous accompagne ce soir, donc vous pourrez les retrouver à la sortie. Et donc, à travers cette conférence, intitulée « Urgence climatique, dépasser le déni pour agir », vous allez aborder des thématiques qui sont évidemment essentielles. Pourquoi le déni persiste malgré des preuves accablantes? Quels sont les risques concrets du changement climatique sur nos sociétés? Comment transformer les discours en actions positives? Autant de points qui ne manqueront pas, je pense, de générer un échange fructueux avec tous ceux qui sont venus ce soir vous écouter et qui nous permettra, nous, de continuer à mûrir les réflexions pour préparer nos prochaines actions sur le territoire. Madame la vice-présidente, encore merci pour l'idée de cette conférence. Monsieur Dominique Bourg, merci de votre présence. Belle conférence à tous. Harald Chaldeon-Dennery, bonsoir tout le monde. Alors, comme il ne s'est pas présenté, c'était Rémi Beauchard, en direct, qui est le directeur général des services de la communauté d'agglomération. Monsieur Dominique Bourg à Bayonne, il a dit que ça nous honorait. On a été insistant et persistant pour avoir la chance de pouvoir vous entendre sur notre territoire. Votre venue était attendue. Elle se produit, en tout cas, dans un moment inédit, presque inouï. Quand nous avons échangé il y a quelque temps pour préparer ce moment, nous n'avons pas les mêmes perspectives et la même vision du monde qu'aujourd'hui. C'est l'accélération est inimaginable. C'est un véritable basculement. Un moment où nos échelles de valeurs, je n'ose même pas dire nos principes, s'inversent. L'agressé devient agresseur. Les scientifiques, les écologistes sont tenus pour responsables du changement climatique. Le respect du droit devient l'handicap des démocraties. La loi du plus fort s'impose et surtout s'assume avec le plus grand cynisme. La liberté d'expression devient celle du renard dans le poulailler. Les commerciaux prennent le pas sur les politiques.
Don Corleone, nouvelle version, prétend vassaliser le monde. Ce monde où les désordres climatiques, étrangers à cette marche désordonnée, s'intensifient. Plus violents, plus imprévisibles, inondations, sécheresses, incendies, montée des océans, perte de la biodiversité, pollution. La complexité du moment ne peut que nous interroger. Est-ce cela un monde en transition? Un passage sombre où le monde ancien tarde à disparaître et où le monde nouveau n'est pas advenu? Votre parole, en ces temps troublés, dans ce contexte totalement inédit, je l'ai dit, auquel nous sommes tous confrontés, nous sera encore plus précieuse ce soir. Précieuse pour avancer dans la compréhension d'un monde qui nous échappe et qu'il nous faut mieux comprendre collectivement pour mieux résister, pour augmenter notre capacité à nous adapter. Alors, la combativité pour éviter l'anxiété, un sujet, peut-être une réponse. Je vous laisse la parole. Merci Madame la Vice-Présidente. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, vous avez effectivement raison, on traverse un moment très particulier. Alors, on m'avait demandé de faire une entrée avec la question de l'éco-anxiété. Et donc, je vais montrer quels sont les mécanismes par lesquels, si vous voulez, on ne veut pas entrer dans la démarche. Et ce faisant, ça me permettra de revenir sur la hauteur des difficultés et sur les perspectives. Mais juste avant, si vous voulez, de commencer, on n'est pas... C'est curieux ce qui se passe, parce qu'on n'a pas à faire un bouleversement de fond, si vous voulez, qui aurait été préparé depuis 2 siècles. Quand on change de paradigme, c'est des choses très lentes, puis à un moment donné, ça bascule. Là, ce qui nous arrive, c'est tout simplement le fait que des mafieux partout arrivent au pouvoir. Ce n'est pas exactement la même chose. Et ça n'appelle pas du tout, de notre part, la même réponse. Et parfois, il ne faut pas toujours non plus se laisser totalement impressionner. Bon, vous avez fait allusion à Trump sans le nommer. Moi, je vais le nommer, mais je pense qu'il est déjà une propre calamité pour son propre pays et pour les intérêts de son pays. C'est un pays où déjà le niveau sanitaire est pitoyable. C'est le pays, dans les pays développés, où l'espérance de vie redescend assez rapidement. C'est le pays sur Terre, l'obésité gagne un peu partout, mais c'est le pays sur Terre où le record d'obèses, on pense qu'en 2050, il pourrait y avoir jusqu'à 80% de gens obèses au sens clinique et en surpoids. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est un pays, en tant qu'universitaire, je le sais, on parle beaucoup des universités américaines, mais la plupart des doctorants dans les universités américaines, vous n'avez pratiquement pas d'Américains. C'est des doctorants du monde entier. Donc c'est sûr que si vous imposez comme système aux États-Unis jusqu'à la fin du parcours secondaire, après ils ont le collège qui ressemblait à nos propédeutiques autrefois, et seulement après l'université, si effectivement vous proposez aux gens simplement d'apprendre l'anglais par la Bible version Trump et d'apprendre à calculer, vous allez faire une nation de crétins. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Et vous avez vu ce qui se passe, c'est une casse de la science. Ils sont même en train de casser, cette agence s'appelle CDC, qui est l'agence sur les maladies et les maladies infectieuses. Et c'était l'agence qui avait le plus grand savoir au monde. Ils sont en train de la casser. Donc en fait, ils se détruisent eux-mêmes. Et quand on vous nommez un mafieux, ce n'est pas très cohérent, vous avez vu, ça part dans tous les sens. Et donc ça, c'est effectivement assez inquiétant. Maintenant, je vais revenir à notre sujet. Et donc effectivement, l'éco-anxiété. Alors surtout, tout de suite, l'éco-anxiété, ça n'est pas une maladie. Si franchement, les amis, vu ce qui se passe, vous n'êtes pas éco-anxieux, eh bien là, je me fais des gros soucis pour votre santé mentale. Vous n'avez pas les yeux en face des trous
et vous avez un problème de neurones. Ça circule mal. L'électricité ne circule plus parce que ça va vraiment très mal. Et on va voir que c'est pas que vous ne le voyez pas, c'est ce qu'on appelle ça un déni, je vais y revenir. Et je vais commencer par cette histoire de déni et ça me permettra de revenir un petit peu rapidement à la réalité qui est derrière, à l'urgence dont vous avez parlé. Et donc le déni, c'est un peu comme la mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on nie quelque chose que l'on sait. En France, on avait un très bon exemple qui était Claude Allègre. Il est décédé maintenant, mais sinon je vous aurais dit paix à son âme, parce qu'il l'avait perdu déjà il y a un certain nombre d'années. Mais voilà quelqu'un dont les premiers travaux étaient très clairs, il mettait vraiment en évidence les perturbations fortes du cycle du carbone, puis après pour des raisons d'intérêt. C'est-à-dire qu'effectivement, les sciences du climat mangeaient tous les crédits des sciences de la Terre, donc il fallait taper sur les sciences du climat au nom des sciences de la Terre. Ce n'était pas d'une intelligence remarquable, mais ça, on est dans le déni. Et les politiques sont dans le... Les politiques, ils se lancent là-dedans, mais malheureusement, il y a une mode aujourd'hui. Hein. Ils commencent à être très, très nombreux, même ici. Alors, j'arrête tout de suite, les amis, pas à l'échelle locale. J'ai envie de rentrer tranquille chez moi. Non, pas à l'échelle locale. Hein. Mais à l'échelle nationale, oui, évidemment, le déni est en train de l'emporter. Donc, le déni, c'est une attitude dangereuse parce que c'est l'attitude contre-adaptative par rapport à un danger. Et pour cette raison, le déni n'est jamais une attitude qui peut se prolonger longtemps. Et systématiquement, le déni est l'antichambre de la colère. Et je serai à la place des gens qui nourrissent le déni, j'aurais assez peur. Parce qu'évidemment, on verra pourquoi la colère aujourd'hui, parfois elle se reporte contre les écolos, c'est quand même un comble, mais elle finira par se reporter contre les responsables du déni. Et le déni aujourd'hui, ce n'est pas simplement qu'on va amoindrir le traitement des questions, c'est qu'on est en train de faire marche arrière. Et la marche arrière, elle est globale. Hein. Je vous rappelle que l'an dernier, on n'a jamais consommé autant de pétrole, on n'a jamais consommé autant de charbon, on n'a jamais consommé autant de gaz. Et effectivement, les émissions ont augmenté de façon très, très significative. Alors, très vite, je vous rappelle un peu les difficultés dans lesquelles on est, et vous allez voir que pourquoi il y a un déni. Le déni, il se nourrit de ce qui nous... Il y a toutes sortes de raisons, mais notamment aussi un petit peu la hauteur de la bascule qu'il faudrait accomplir. Comme si on avait à l'accomplir du jour au lendemain. On peut l'accomplir sur 10, 15, 20, sans doute certains aspects, sur une durée plus longue. Donc, ce déni, il est vraiment très étonnant, mais en fait, il est la résultante de deux choses. Il est la résultante, si vous voulez, du haut niveau de dégradation auquel on est arrivé, et il est la résultante du fait qu'on est arrivé à un haut niveau de dégradation. Il y a certains points sur lesquels il faudrait aller vite, par exemple, comme la décarbonation. Mais je m'empresse de dire, attention, ne parlez, alors ça pour moi c'est vraiment un des mantras, ne parlez jamais de climat tout seul. Quand vous parlez de climat tout seul, c'est en général le bon moyen pour péter la biodiversité. Alors je vous rappelle, le climat c'est un peu l'écrin, mais l'objectif c'est le vivant, c'est la biodiversité. Donc si pour répondre à nos enjeux climatiques, vous devez dézinguer le vivant, ce n'est pas forcément totalement intelligent. Mais je vais quand même commencer par la question du climat. Vous le savez, l'an dernier, et c'est quand même énorme parce qu'on a gagné 1/10 en une année, mais il y a une variabilité naturelle qui fait que peut-être que cette année, ça sera moins fort. Mais l'an dernier, en général, on prend toujours comme point de référence les moyennes des températures sur Terre à 2 mètres du sol entre 1850 et 1900. Vous voyez, ça ne rigole pas, c'est très précis. Et donc, par rapport à ça, si je prends la moyenne de la température à 2 mètres du sol sur cette planète, l'an dernier, la source est Copernicus, on était à 1 degré 6 dixièmes. Donc, 1/10
au-dessus de la limite qu'on s'était donnée comme infranchissable avec les accords de Paris. C'est-à-dire, on pensait ne pas dépasser les 1,5. Alors très vite, on se dit non, on va les dépasser, mais on y reviendra à la fin du siècle. Alors ça, déjà, ça, c'est pas très bon. Hein. C'est franchement pas un très bon signe. Donc, on était là l'an dernier, et j'ai pas été regardé, j'aurais pu le regarder parce qu'on doit l'avoir maintenant. Mais la moyenne annuelle en janvier, c'était même, par rapport toujours à ces températures pré-industrielles, 1850-1900, on était à 1 degré, 7 dixièmes, 5 centièmes. C'est énorme. Alors tout ça, c'est des moyennes annuelles. Quand on dit un 5 degrés, comme pour les accords de Paris par exemple, ce n'est pas une année 1,5. Hein. C'est normalement une moyenne sur une dizaine d'années où on est en moyenne justement à 1,5. Ça, on n'y sera pas avant 3 ou 4 ans. Mais il est probable que peut-être la plupart des années, par rapport à ces 3-4 ans, soient des années à plus d'1,5, comme celles qu'on a connues. Alors, on va voir qu'il y a, si vous voulez, pour le climat, il y a 2 types de problèmes. Il y a les événements. Par définition, un événement, c'est circonscrit dans le temps. Ça peut être très violent. C'est tout ce qu'on appelle les événements extrêmes. Donc, vous pouvez avoir les vagues de chaleur. Vous pouvez avoir les inondations. Mais les inondations, elles sont de plus en plus maintenant le résultat de pluies torrentielles, comme pas très loin d'ici, à Valence. Vous avez eu, jusqu'en quelques heures, 761 mm. Ça n'a pas fait que faire basculer toutes les voitures vers le bas de la ville. Ça a détruit des milliers d'hectares maraîchers aux alentours de la ville. Et là, la terre est perdue. Elle est allée à la mer. C'est fini. Donc, ces pluies Karcher, c'est très destructeur. Les méga-feux. Alors, normalement, un méga-feu, c'est une surface très grande. Dans les 2 grands méga-feux, si vous voulez de référence, c'est l'Australie il y a 3-4 ans, où vous avez eu l'équivalent de la moitié de la superficie française qui est partie en fumée. Il y a 2 ans, c'était le Canada, et là, c'était l'équivalent, et forêt boréale en plus, là, c'était l'équivalent d'un tiers de la superficie française. Mais l'étendue, c'est un des critères des méga-feux. Tout n'est pas méga-feu. La Gironde, ce n'était pas du tout un méga-feu. Mais Los Angeles, c'est déjà un méga-feu, parce qu'on ne savait pas éteindre. Un des critères du méga-feu, c'est qu'on ne sait pas éteindre. Qu'il n'y a pas de moyens techniques. Vous m'avez entendu ? La technique, dans ces cas-là, pas toujours évidemment, ne sert à rien. Ça, c'est inquiétant pour nous. Parce que c'est vraiment le cœur de ce par quoi on prétend réagir ou s'adapter. Vous avez, alors évidemment, les sécheresses. Les sécheresses, pour les cultures, ce n'est pas génial. Là, on est juste au nord de l'Espagne. Il y a 2 ans, en 2023, eh bien, vous aviez 65% des surfaces dévolues à la culture des céréales en Espagne, où vous n'avez pas eu un grain de toute l'année. Un grain. Et vous savez qu'au monde, soit les cultures, alors pour les légumineuses, ça descend vraiment, pour les céréales, ça descend par endroits, mais plutôt ça tasse et on n'arrive plus à augmenter, alors qu'on s'attend à une population de 2 milliards supplémentaires d'ici à la fin du siècle, à peu près 40% d'augmentation de la population. Ça veut dire qu'en termes de nourriture, vous devez augmenter la production alimentaire de 70%. Or, ça baisse partout, où ça stationne. Et on sait que ça va baisser notablement avec le dérèglement climatique. Je vais vous venir avec une certaine projection. On a évidemment les cyclones, de manière générale, les rafales de vent. Un cyclone catégorie 5, c'est au moins 200 km/h. Alors maintenant, dans la plupart des cyclones sous les tropiques, 200 km/h, c'est pas le plafond, c'est le plancher. Et vous avez eu même des vitesses de ce type-là, c'est pour la première fois en Irlande, il y a un mois et demi. Bon, vous ajoutez tout ça, j'ai dû faire le tour. Alors, les grêlons, etc., on est dans des grêlons hors normes parce qu'ils se rechargent plusieurs fois. Vous avez des régularités dans la transition d'une saison à l'autre. Ça a toujours existé, mais ça devient plus violent et plus fréquent. Tout ça contribue à rendre l'habitation de la planète plus difficile. OK ? Et on va le voir dans certaines régions, si on ajoute, je vais parler de la chaleur humide et de la chaleur sèche, si on rajoute les deux, et là on arrive à l'autre chose que je voulais développer, c'est-à-dire qu'on a des événements, mais on a évidemment les moyennes qui s'élèvent. Et ça, un écosystème, ça ne vit que dans une fourchette de moyenne.
quand votre moyenne dépasse la fourchette, vous le voyez avec la fonte des glaciers. Les glaciers fondent. Mais comme les glaciers, les cultures, les amis, ça peut fondre. Alors la Terre a connu des périodes beaucoup plus chaudes que celles qu'on va connaître. Mais tout ce qui fait la dangerosité du dérèglement climatique, c'est qu'il est très rapide. Et donc avant que la ville puisse s'adapter, et elle met des millions d'années parfois à s'adapter, hein. Quand on a une grande extinction, c'est entre 5 et 10 millions d'années ce qu'il convient. Donc si on a une destruction massive du vivant, vous pouvez dire adieu à l'habitabilité humaine de la planète. Donc on a d'un côté les événements et de l'autre des changements de température moyenne au temps long. Et dans certaines parties sur Terre, on est aux limites. Alors, ce qui est le plus mortel aujourd'hui, c'est la chaleur sèche. Et mauvaise nouvelle, on l'a découvert avec une très belle étude. En fait, la partie de la population qui est la plus vulnérable à la chaleur sèche, ce n'est pas les vieux. Les amis, c'est les jeunes. Et donc, en dessous de 35 et en dessous. Alors évidemment, les nouveau-nés, bien sûr. Mais par exemple, les jeunes au travail, les jeunes en faisant du sport. Et là, la mortalité à l'échelle planétaire, elle a explosé. Ça, c'est la chaleur sèche. Et vous avez la chaleur humide. Alors, la chaleur sèche, c'est très simple. Je vais vous montrer tout de suite. Vous regardez la répartition de la population sur Terre. Vous la prenez en l'an 2000, vous la prenez aujourd'hui, vous la prenez en 1800, vous la prenez en 1600, vous la prenez au début de l'Empire romain. En termes de proportion, ça ne change pas. On peut diviser les zones, si vous voulez, les zones tempérées. On est à une moyenne territoriale de 11 à 20 degrés. Et là, vers le froid, c'est un très lent décrescendo. Et puis vous prenez les zones tropicales, vous allez de 21 à 30 degrés. Alors, pas du tout. Dans les zones tempérées, c'est vers le plus haut qu'on a la plus grande densité, c'est normal. Pour qu'il y ait des êtres humains, on est des bestioles. Hein. Il faut qu'il y ait d'autres bestioles en dessous de nous, puis il faut qu'il y ait de la production primaire des végétaux. Sinon, on ne peut pas être nombreux. Et donc, c'est plutôt vers 24, 26 que vous avez la densité la plus importante. 27, 28, ça commence vraiment à descendre. Et 29, 30, il n'y a pratiquement plus. Et très souvent, à beaucoup d'endroits sur Terre, 29 degrés de température en moyenne territoriale, il n'y a plus personne. Vous augmentez l'ensemble de 2 degrés, vous me décalez toutes ces colonnes. Et vous rajoutez la chaleur humide. C'est moins connu, la chaleur humide, mais c'est assez simple à comprendre. Nous, on régule notre température intérieure par l'évaporation de notre transpiration. Et là, quand vous, si vous voulez, quand vous commencez à atteindre 40, 50, 60% d'humidité, eh bien, là, même si vous avez une température pas très élevée, de 31, 32 degrés, avec une humidité de 50%, là, vous êtes déjà au seuil de dangerosité. C'est-à-dire que quand le mécanisme, l'évaporation, donc le passage de l'état liquide sur la peau qui est à 35 degrés, la température est intérieure, quand sur votre peau, la sueur s'évapore, ça capte des calories. Et ça régule votre température intérieure. Quand ça ne marche plus, vous prenez 1 degré par heure et en 5 heures, vous êtes mort. Mais il y a beaucoup de dégradation avant que vous ne soyez mort, évidemment. Et donc là, eh bien, je vous donne un exemple. Ce n'est pas un exemple humain, c'est des singes hurleurs. Et évidemment, nous, en tant qu'êtres humains, on peut transpirer sur toute la surface de notre corps. On a une capacité d'adaptation plus forte. Les singes hurleurs, c'est comme les chiens. Il n'y a que les chevaux comme mammifères qui transpirent. Nous sommes les 2 seuls mammifères qui transpirons. Et donc, on a une capacité d'adaptation plus grande. Mais cet été, par exemple, enfin, l'été, c'est le mai, parce qu'en mai, sous le piémont himalayen, en Inde ou au Mexique, c'est là que vous avez les températures les plus élevées de l'année. Eh bien, en mai l'an dernier, dans une forêt, on répertorie tous les animaux, notamment les singes hurleurs. Vous avez 1/3 des singes hurleurs qui sont morts en une journée de chaleur humide. Ils tombaient raides morts des arbres. Nous, on n'est pas très loin. Donc, quand vous avez ce changement-là, et par endroits sous les tropiques, vous aurez des mois entiers, parfois presque toute l'année, parce qu'évidemment, il n'y a pas de saison, de chaleur humide. Donc, quand vous regardez tout ça, il faut bien que vous compreniez, l'enjeu du dérèglement climatique, c'est l'habitabilité de la planète. Et effectivement, vous avez des surfaces gigantesques où la Terre sera difficilement et très probablement plus habitable du tout. Parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes sensibles à la chaleur. Les plantes
Évidemment, toutes les céréales, à partir de 30 degrés, elles sont comme nous, elles ne se sentent pas très très bien. Mais à 40 degrés, elles ont toutes fermé leurs stomates. Elles arrêtent la photosynthèse. Donc si elles arrêtent la photosynthèse, il n'y a plus de grains, les amis. Hein. Et toutes les plantes, maximum, c'est 45 degrés. Et évidemment, l'humidité est un facteur important aussi dans cette sphère-là. Et là, c'est juste un moment de cauchemar, j'essaie de vous récupérer à la fin, mais là, franchement, je vais vous donner un truc pas très drôle. C'est une étude, alors je ne l'ai pas regardé par le menu, j'ai juste vu pour le moment les résultats, mais c'est une étude d'actuaires. Les actuaires, ce sont les gens qui font les calculs pour les assurances. D'actuaires à l'international, ils ont deux scénarios. Ils ont un scénario à 2 degrés, donc on y sera entre 2040 et 2050, et un scénario à 3 degrés. Et les actuaires, ce ne sont pas des gauchistes. Et même pas des islamo-gauchistes. Ce sont plutôt des gens sérieux. OK ? Assez intéressés par l'argent. Et c'est un Suisse qui vous parle. Eh bien, eux, leur scénario, c'est chute du PIB mondial de 25%, et écoutez-moi bien, 2 milliards de morts. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Je n'ai pas regardé la méthodologie, je ne peux pas vous dire, mais ce n'est pas des gens qui sont normalement des rigolos. Donc, c'est ça qui nous arrive. Et qu'est-ce que fait l'humanité quand ça lui arrive ? Elle choisit Donald Trump. Autant choisir Rantanplan. C'est à peu près pareil. Voilà. En beaucoup plus dangereux que Rantanplan. Parce que Rantanplan, il est con, mais il n'est pas méchant. L'autre, il a les deux. Et il a de l'argent et du pouvoir. Donc, waouh, attention les amis, il va falloir qu'on sache, qu'on apprenne à se défendre. Donc, c'est complètement incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. Alors, je vous ai parlé de climat, mais encore une fois, le climat, c'est les grains. Donc, et le climat, ça va nous poser des gros problèmes pendant quelques décennies, sur certains plans pendant quelques siècles. Mais le climat, ça pourrait faire s'effondrer très rapidement la biodiversité. C'est là que ce n'est pas très marrant. Donc, je vais être vraiment très sympa avec vous. Je vais vous dire, si on se pète la gueule plus tôt, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein, mais bon. Mais si je garde ça en accéléré, il vaudrait mieux se péter la gueule plus tôt et pas tout péter la biodiversité. Alors, ce n'est pas parce que je vous ai dit ça qu'il faut cracher du carbone en sortant, hein, et tout casser, et péter tous les pots de fleurs. Non, pas du tout. Mais il faut vraiment faire attention qu'on n'aille pas trop loin pour ne pas trop dégrader le vivant. Parce que là, le temps de reconstitution, il est très, très difficile. Alors, on a d'autres problèmes. On a des problèmes avec les minéraux, des problèmes avec la capacité des sols à retenir de l'eau, etc. Je vous donne simplement je vous donne simplement les forêts. C'est un symptôme assez inquiétant. Aujourd'hui, toutes les forêts peinent à capter du carbone. Beaucoup ne sont même plus des puits de carbone. Et de manière générale, elles ne réagissent plus aux aléas. Ça veut dire qu'elles sont plus très en forme, et les écologues nous disent que c'est plutôt un signal de pré-effondrement. Donc, encore une fois, ne pensez pas qu'au climat, pensez à l'ensemble. Et si vous regardez les études qui ont été faites sur l'effondrement des populations d'insectes, etc., il y a 2 grandes études qui ont été faites en Allemagne. Alors, il y a une étude qui a été faite pendant 29 ans. Je peux vous assurer, moi qui ai vécu en Allemagne, il y a des Allemands pour faire une étude pareille. Hein. Ils avaient mis des tentes malaises dans des bandes non cultivées, entre des zones cultivées, et puis tous les jours, ils prélevaient les insectes volants dans les petits récipients. Il y a une autre étude qui a recouvert les 10 dernières années de la précédente, qui n'a duré que 10 ans, et où là, on ne s'est pas contenté d'étudier l'évolution des populations d'insectes volants, mais de tous les arthropodes, donc tous les insectes volants et les petites bêtes des sols. Et on a, en termes de perte de diversité spécifique, que ce soit la forêt ou que ce soit la prairie, parce que là, on a bien distingué, on a le même taux de perte. On trouve 1/3 de diversité spécifique en moins au bout de 10 ans, mais dans les prairies, on a 80% de prise en moins en 10 ans, alors que l'autre, c'est en presque 30 ans. Donc ça s'accélère, et 40% en moins en forêt. Donc on est dans un état très difficile, et donc effectivement, ça c'est quelque chose qui nourrit le déni. Et je vais vous montrer une façon dont le déni s'est réparti, c'est assez curieux.
Si vous vous reportez même aux États-Unis au début des années 2000, la reconnaissance des questions écologiques est politiquement transversale. Que vous soyez à gauche ou que vous soyez à droite, vous reconnaissez qu'il y a un problème climatique. D'ailleurs, les États-Unis, en 1998 et début des années 2000, ont failli faire une bifurcation. Donc là, on a un consensus politique sur le sujet. Et je vous dirais que de 2010 à 2020, le consensus a disparu. Aujourd'hui, vous êtes de gauche, vous dites oui, ou vous êtes démocrate aux États-Unis, ça devient dur, mais vous dites oui, il y a un dérèglement climatique, vous êtes républicain aux États-Unis, vous êtes plutôt les partis classés à droite ici, vous allez dire non. C'est hallucinant. Ce n'est pas une question de coloration politique. Un dérèglement climatique, ça se mesure avec énormément de mesures très savantes. Et vous savez ce qui se passe en physique, c'est les économistes, ils racontent qu'ils font des mesures. Non, je suis désolé. Ils mesurent des interprétations sociales. Surtout l'économie néoclassique, c'est de la monnaie. La monnaie, c'est vraiment de la représentation. Vous allez dire, mais il se fout de ma gueule, moi j'ai des billets dans mon... Je sais bien que ce n'est pas que des représentations. Pas vraiment. Ça peut varier, la valeur, etc. Et on voit bien que c'est la représentation. En physique, non. On va à la chose elle-même. Il n'y a que les sciences physiques et la chimie, donc physique-chimie, vous avez ça. Et donc le dérèglement climatique, la base est physique. Donc on mesure des choses très précises. Donc c'est étonnant qu'on politise ça. On devrait politiser la solution, ça c'est normal. Parce que ça peut être lié à des valeurs, etc. C'est tout à fait normal. Mais politiser le problème, c'est pathologique. C'est un dérèglement du fonctionnement mental de la société. Donc quand vous avez quelqu'un qui, en face de vous, à la télé, vous dit « il n'y a pas de changement climatique », tout de suite, vous vous prenez pour un psychiatre. Vous l'analysez comme un insecte nuisible, ce qui n'existe pas pour un écologue, je vous rassure. Mais c'est très étonnant. C'est vraiment une bête curieuse. C'est pour ça que c'est une espèce qui n'est pas durable. Le politicien qui nie le dérèglement climatique est une espèce en voie de disparition. Donc quand vous les voyez, vous pensez ça et vous avez pitié. Bon, et donc là, ça c'est quelque chose qui ne tient pas. Ça n'a vraiment aucun sens. Alors, pourquoi le déni? Bien, on va essayer de rentrer là-dedans. Mais le déni, c'est parce que accepter, mais trop difficile. Et effectivement, si j'accepte qu'il y a un dérèglement climatique et que les choses vont relativement vite et que les dégâts, je viens de vous les indiquer, peuvent être gigantesques, je comprends tout de suite que franchement, si je fais des petits pas, si je conduis des petites actions, si je me donne toujours les mêmes objectifs mais avec un peu moins, je ne vais pas être au rendez-vous. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est intuitif. On s'en rend compte tout de suite. Et donc, effectivement, si vous regardez très sérieusement, et pas que le dérèglement climatique, si vous regardez l'ensemble des problèmes qui sont les limites planétaires, je vais le dire très, très rapidement. Je vais le dire très rapidement. Où il est le problème? Alors, c'est pas sympa, mais on est trop nombreux sur Terre. On est une espèce animale. Et on a forcément un impact sur les espèces, sur les autres espèces. Alors, c'est très compliqué parce que les parties, ce qui détruit beaucoup plus, en fait, c'est la richesse. Et c'est très simple. Alors, c'est pas sympa. Déjà, quand on dit ça, il y a la moitié de la salle qui est déjà partie ailleurs. Mais pourquoi c'est la richesse? Je vais vous le montrer très, très rapidement. Je vais vous montrer que le carbone. Parce que 80% de l'énergie primaire au monde, c'est toujours de l'énergie d'origine fossile. Et donc, vos émissions de carbone, c'est vraiment un indicateur de vos revenus, tout simplement. Et les 10% les plus riches sur Terre, ça c'est source GIEC volet 3, les 10% les plus riches sur Terre, on en fait tous partie dans cette salle, eh bien, émettent à eux seuls entre 37 et 43% des émissions mondiales. Mais les 50% les plus pauvres n'émettent que 15% des émissions mondiales. Waouh! Donc,
vous avez le programme des copains de Trump en dessous de lui, les Peter Thiel et tout, vous flinguez la moitié des gens et les plus pauvres. Vous n'avez rien changé au problème. Maintenant, si je regarde ce qu'il faut pour nourrir quelqu'un, quel qu'il soit riche ou pauvre, il a besoin de la même surface pour produire sa nourriture, pour régénérer son air, régénérer son eau. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que pour que nos terres rendent beaucoup plus, il faut des intrants. Pour ces intrants, on a besoin de beaucoup d'énergie fossile, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de la chaîne du froid. Donc, les deux s'entremêlent. Bon. Donc déjà, on est trop nombreux sur Terre, mais rassurez-vous, ça descend très vite en ce moment. Il n'y a que certaines couches en Afrique, et plutôt l'Afrique francophone, évidemment les couches les plus pauvres, où on a un taux de fécondité qui explose les 2,2 ou 2,1, qui est le taux de fécondité qui permet une reproduction d'une population à l'identique. Vous avez des endroits sur Terre, on est à 0,7. Alors c'est vraiment le jugement de Salomon, là il faut couper le bébé par petits morceaux. C'est 0,7 enfants par femme. Donc là vous imaginez, en 2 générations, c'est-à-dire en 60 ans, il n'y a plus personne. Donc ça peut aller assez bien. Donc c'est OK, la démographie est un problème, mais rassurez-vous, ça se fait tout seul. Donc, pour une fois qu'on n'a pas à prendre sur notre conscience un problème, on ne va pas s'en priver. Donc ce n'est pas là-dessus que vous devez focaliser. Ensuite, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on produit et on consomme trop. On fait plein de petites merdes, plein de babioles. Ce qu'on fait, c'est en général pas très durable, même parfois le bâti. Il faut refaire sans arrêt. Un placo, ce n'est pas du plâtre. Ça n'a pas la même longévité, etc., etc. Donc on produit trop, on produit mal, mais on produit trop, et on consomme trop. Et on aménage beaucoup trop d'infrastructures. Et ensuite, la manière dont on produit n'est pas la meilleure. Je vais vous donner 2 exemples. Alors, je vais aller chercher un exemple un peu tordu, je vais aller chercher chez Aristote. Mais vous allez voir, il y en a un beaucoup plus précis derrière. Aristote disait, si la nature produisait des maisons, alors ne dites pas ça à un artisan aujourd'hui, il va se pendre. Si la nature produisait des maisons, elle les produirait comme les hommes les produisent. Non, la nature ne ferait pas de placo, ça marchait à l'époque, mais pas maintenant. Et en fait, ce n'est pas juste. Parce que vous prenez par exemple les plastiques, les polymères. Alors, il y a plein de catégories, mais je vais simplifier. Nous, on a appris ça avec Lavoisier. On sait faire des macromolécules de synthèse. On accroche une molécule elle-même, et puis, et ça donne des plastiques, ça donne des polymères. La nature, elle ne fonctionne absolument pas comme ça. Quand elle crée des macromolécules, elles sont ce qu'on appelle métastables. C'est-à-dire qu'elles disparaissent d'elles-mêmes quand l'organisme qui les porte disparaît, et du coup, elles reviennent naturellement, donc spontanément, à l'échelle atomique. Et donc, ça rentre dans le cycle de la vie. Il n'y a pas de déchets dans la biologie. Ça n'existe pas. Il n'y a que nous qui faisons des déchets. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Donc notre manière de produire, puisque nous, on accumule des déchets, on a un problème. Donc vous voyez, c'est énorme. Ensuite, on a aussi un problème de représentation. C'est-à-dire que depuis la deuxième moitié du XVIe siècle, début du XVIIe, on a inventé la science moderne. Et la science moderne nous a amené à penser qu'on était, qu'on était en dehors de la nature. Nous, on est du côté du Créateur. Genèse 1, 26, vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur terre. Alors ça, là, les amis, là, on était très pieux. Alors celui-là, on l'a appliqué. On pourrait faire chômer tous les curés, même le pape, il n'y a pas besoin. La Bible, elle dit 2 fois l'inverse. Ça vous intéresse, on prendra ça avec les questions. Et ça, c'était congruent à ce que nous racontait la science. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait le vieux Descartes, la nature n'est pas une déesse, c'est que de la matière. Donc ce qui est matériel, c'est que des agrégats qui s'entrechoquent, ça crée des formes. Et donc la matière, c'est de l'inerte. Ça n'a pas d'intériorité, ça n'a pas de sensibilité, ça n'a pas de vie. D'ailleurs, la vie, ça n'existe pas pour les modernes. Descartes disait les animaux sont des machines. Il n'a même pas pensé aux plantes. Pas sympa, le garçon. Mais là, dans la Bible, c'est pareil. Dans l'Arche de Noé, je ne sais pas si vous avez marqué, mais ils mettent plein d'herbivores et ils oublient l'herbe.
pour ça, la Bible, c'est quand même les habits, il faut interpréter, parce que sinon on peut faire des bêtises. Mais bon, donc là, on s'est mis dans l'idée que nous autres humains, on n'avait rien à voir avec la nature. C'est un truc qui vaut rien. La nature est là pour qu'on la pète, qu'on la détruise. Ça, c'est les économistes classiques et néoclassiques. On détruit le capital naturel, on lui substitue des artefacts, du capital reproductible. Et donc, voilà, ce qui rend notre dignité, si vous dites ça à Trump et Poutine et Xi Jinping aussi, ils seront très contents, ce qui nous fait digne, c'est de nous arracher à la nature. Et regardez dans cette salle, il n'y a pas un insecte. Non, le vivant, dehors. Et donc, on s'est mis en tête, de manière un petit peu plus précise, que se rendre heureux, développer son humanité, c'était nécessairement acquérir des artefacts, acquérir des objets. Ça, c'est si vous voulez, ce qu'on appelle la spiritualité, vous l'avez dans toutes les sociétés. Il n'y a pas de société où on ne dise pas aux gens, de façon générale, voilà comment vous allez devoir réaliser votre humanité. Alors, ça peut énormément varier dans l'histoire. Si vous allez voir Homère, pour Achille, c'est quoi réaliser son humanité? C'est casser la gueule à Hector. Moi, je préfère Aristote. Pour Aristote, réaliser son humanité, c'est développer ce qui est proprement en soi, c'est-à-dire la raison spéculative par les sciences et la philosophie, la raison de l'action, la raison pratique, par l'exercice de la politique. Vous voyez, j'ai deux bons représentants à ma droite. Et puis, c'est développer sa sensibilité par les arts. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Alors, on a inventé le salut, on a inventé plein de choses. Mais nous, c'est très clair. Réaliser son humanité, c'est posséder un statut qu'on va exprimer par des objets. Bon, le truc assez classique, alors très macho, je suis désolé, je ne le prends pas pour moi. C'était avoir une belle femme, une belle maison, un beau chien, vachement sympa, déjà, vous avez vu la liste, avoir de beaux objets et tout. Ça, c'est la spiritualité consumériste. Avec ça, vous pétez la planète. Et donc, si vous prenez les enjeux écologiques au sérieux, tout ce que je viens de dire, il faut le faire basculer. Oh non, moi je reste. Ah non, moi je ne change pas là. Là, vous avez vu ce que vous me demandez? Vous me demandez de tout changer. Écologie punitive. Donc, et ça, c'est la force du déni. Il y a du déni parce qu'effectivement, on est allé tellement loin dans la destructivité que changer, c'est jusqu'à changer notre spiritualité. Waouh! Et puis, il faudrait faire ça vite. Donc, ils sont cinglés. C'est vraiment des islamo-gauchistes. On ne peut pas faire ça. C'est trop. Non, on va rester. Ah non, alors attendez les amis, plus on reste, plus le casse-gueule va se faire de haut. Voilà, ça c'est délié. Alors, il y a un autre mécanisme qui fait, mais enfin je vais les séparer, mais tout ça se touche quand même. Deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors ça a l'air un peu barbare comme appellation. Alors celle d'après, vous allez voir, c'est encore plus barbare. Mais d'abord, c'est très facile à comprendre. La dissonance cognitive, c'est, voilà, je me suis fait une idée du monde, et quand même, il va être sympa le monde avec moi. Il va quand même pas me faire un truc qui colle pas avec la manière dont je le conçois. Alors je vais vous prendre un exemple totalement caricatural, comme c'est ni vous ni moi, vous allez dire, oh l'abruti. Ok, mais on est pareil. Et là je vais prendre une secte. Celui qui invente ça, c'est un psychosociologue américain du début de la deuxième moitié du siècle. On est aux États-Unis, au début des années 50. Et là, il y a à la fois le macartisme, ça ressemble un peu à ce qui se passe aujourd'hui, mais il y avait aussi les martiens. On est tous hantés par les martiens. On pense que la planète Mars est habitée et que les martiens peuvent nous attaquer. Donc là, vraiment, c'est un fantasme terrible. Et là, il y a une secte assez courageuse parce qu'elle annonce que dans la nuit du 15 décembre 52, les martiens attaquent. Donc, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais évidemment, le 16
décembre 52 au matin, vous avez toute une flopée de journalistes sur le seuil de la secte. Et il sonne, le patron de la secte arrive, puis tous les journalistes disent « Gogna, les Martiens n'ont pas attaqué ». Et le patron de la secte leur dit « Mais vous êtes idiots ou quoi? On a prié. » Et ils n'ont pas attaqué. Donc, on fait pareil. On vient Donald Trump, je sors de l'accord de Paris. Ici en France, regardez ce qui reste du ministère de l'écologie. Il n'y a franchement plus grand-chose. Puis je ne veux pas être méchant et pas faire de politique, mais on pourrait aller largement au-delà. Mais c'est pareil, on régresse. On ne fait pas simplement que de appuyer sur la pédale de frein. Ah non, on pile les freins, on part dans l'autre direction. C'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Moi, je crains qu'au volant, il y ait rent-en-plan. Alors, ça, c'est déjà un autre mécanisme. Mais tout ça fonctionne un peu ensemble. Et puis, alors, je vais vous en donner un troisième. Et le troisième, il a pour intérêt de faire comprendre pourquoi... vous avez vu maintenant, chaque fois qu'il y a un problème écologique terrible, quel est le coupable? Chère Madame la vice-présidente, fermez vos oreilles. Ça va être terrible pour vous. Parce que chaque fois qu'il y a un pépin, c'est les écolos qui sont fautifs. À Los Angeles, c'est parce que pour sauver je ne sais plus quelle espèce de poisson, ça c'est du Donald, hein, donc je ne sais pas qui lui a soufflé ça, je ne sais même pas s'il sait que les poissons existent, puisqu'ils n'achètent pas des immeubles, donc ça ne l'intéresse pas. Mais bon, on lui a soufflé que les écolos démocrates du coin avaient voulu sauver une espèce de poisson, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les pompes de la ville. Bon. Mais vraiment, n'importe quoi. Vous prenez Valence, là c'est Vox, c'est l'extrême droite qui a été raconté que c'est à cause des écolos qu'on a supprimé tous les moyens, etc. Bon. Mais vous allez me dire, ah non, les Français. Ah non, on n'a pas ça en France. Ici, on est au pays de Descartes, on est au pays des gens intelligents. Il n'y a pas de crétins dans notre pays. Ben si, on en a autant qu'ailleurs. Alors, je ne vais pas dire la région où ça s'est passé parce que je serais méchant. Mais il y a une région en France, pas tout à fait au sud, où il y a la mer pas très loin, où ils ont eu dans la même année 3 immenses inondations. Première inondation, les gens dans leur salon ont eu 60 cm d'eau. Deuxième inondation, quelques mois après seulement, ils ont eu 80 cm. Et 3 semaines après, ils ont eu 1,10 m. Et là, le président ou la présidente, pour que vous ne deviniez pas trop vite, de région leur a dit « c'est la faute des écolos. Ils nous empêchent pour sauver je ne sais plus quelle espèce de grenouille. » Paix aux grenouilles, elles sont franchement pas en bonne santé, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà. Pour sauver telle espèce de grenouille, les méchants écolos nous ont interdit de curer les cours d'eau. Mais il prend ses électeurs pour des parfaits crétins. Si je cure un cours d'eau, je vous rappelle que ça ne monte pas, ça descend pour aller à la mer. Si je cure un cours d'eau, et s'il pleut vraiment beaucoup, ben ça va plus vite. Là où en bas, l'eau s'accumule. Donc, si vous voulez qu'il y ait une inondation, à un endroit, vous me curez tout ça. Puis mieux que ça, vous dites la nature, c'est n'importe quoi, elle fait des méandres. Moi, je vais un tracé tout droit. C'est complètement dingo. Hein. Et puis alors, quand il y a une sécheresse, je ne vous dis pas, pour assécher tout beaucoup plus vite, c'est génial comme idée. Eh bien, ça marche. On l'a cru. Et vous prenez à la Bérarde, vous vous souvenez, à la Bérarde, il y a... La Bérarde, moi, c'est un endroit que je connais bien parce que j'ai fait l'alpinisme quand j'étais très jeune, j'allais souvent à la Bérarde. Et donc, le petit village. Chat dans la gorge, je ne sais pas s'il est écolo ou pas, mais enfin, en tout cas, il gratte. Alors, on dit, voilà, si on avait canalisé les torrents, on n'aurait pas détruit le village. En fait, là, vous avez 3 torrents qui se conjoignent
Et c'est pareil, il est tombé plusieurs centaines de millimètres d'eau en quelques heures. Je veux dire, quand il tombe plusieurs centaines de millimètres en quelques heures, c'est comme si je renversais une piscine dans la salle ici. Ok, canaliser les amis, ça n'a pas changé grand-chose. Et évidemment, qui nous a interdit de canaliser les torrents? Madame la vice-présidente. Hein? Donc, c'est dingue, c'est idiot, et ça marche. Alors, là, on va arriver à autre chose. On va arriver à un autre éclairage d'un psychologue habitant chez les soviets, mais pas très en ordre de sainteté vis-à-vis du régime, qui s'appelait Lev Vygotsky, c'était un génie de la psychologie. Et lui distinguait deux formes de notions. Il distinguait les notions saturées, je vais vous expliquer, des notions insaturées. Une notion saturée, alors vous allez voir, c'est pas difficile à comprendre. C'est un enfant de 2 ans, il pige tout de suite. Vous demandez à un enfant de 2 ans, et même s'il ne parle pas, il saura vous indiquer avec son doigt. Qui est ton frère? Il n'y a aucun problème. Parce que la notion de frère, elle est imbibée d'expérience, elle déborde d'expérience, elle soigne d'expérience. C'est immédiat, ça se comprend tout de suite. Mais vous demandez au petit garçon de 2 ans, puis franchement, vous pouvez monter l'âge, vous allez voir que la réponse ne va pas être simple. Vous lui demandez, quel est le frère de ton frère? Ben, c'est lui. Et là, le gamin, waouh, là, il est paumé. Le frère du frère, c'est une notion insaturée, c'est abstrait. Il faut réfléchir. Il faut se hisser au-dessus et il faut atteindre un niveau conceptuel. C'est exactement ce qui se passe avec les sciences. Les sciences, c'est toujours le frère du frère. Puis quand c'est le cousin du cousine de la cousine du cousin, alors là, je ne vous dis pas, là, c'est les règles de parenté, là, il faut être Lévi-Strauss pour y comprendre. Donc, c'est ça, la conception scientifique. Or, que font les écolos? Ben, premièrement, ils se réclament des sciences. Et au nom des sciences, ils disent l'inverse de ce que les gens expérimentent. Parce que la nature telle que je l'expérimente, si vous en vous n'êtes pas encore rendu compte jusqu'à aujourd'hui, je vous l'apprends, la nature est méchante. Ben, ce sont les précipitations, et avant le dérèglement climatique, qui peuvent détruire mes cultures. C'est le virus qui va m'accabler au lit. C'est la plaque de verglas qui va tuer mon cousin. C'est les ronces qui vont lacérer ma chair. C'est le soleil qui va me coller un coup de soleil ou carrément brûler mes cultures. Donc la nature, elle est méchante. Et qu'est-ce qu'ils nous demandent, les écolos? De protéger une méchante. Donc ils sont forcément méchants. Et ça, c'est très fort. Parce qu'effectivement, notre lien à la nature, alors si vous demandez ça à un habitant de la forêt amazonienne, il ne vous dira pas du tout le même discours. Et pourtant, nous, si on va dans la forêt amazonienne, on est croqué par un jaguar au bout de 2 minutes. Hein. Et oui, c'est une migale en 30 secondes. Mais bon, et pourtant, pour eux, la forêt amazonienne, c'est le refuge, c'est la bibliothèque, c'est la cathédrale, c'est le salon, c'est le médecin. Oui, les représentations peuvent varier. Mais nous, nos représentations, la nature est méchante. Et là, on n'en a pas tenu compte dans les politiques publiques. On a fait comme si tout le monde était au diapason d'une approche scientifique du monde. Pas du tout. Et on a vraiment manqué énormément de pédagogie. Puis en plus, parfois on a demandé des choses un peu brutales, d'où cette expression débile d'écologie punitive. Mais si elle s'est imposée, c'est parce qu'elle recouvrait quand même des choses dans l'expérience des gens. Il faut faire attention. Les gens ne racontent jamais n'importe quoi. Il y a toujours une raison à ce qu'ils disent ou fassent quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec le déni tout à l'heure. Ça peut être délirant, mais il y a une raison. Il y a une vraie raison. Donc, vous voyez bien que toutes les raisons que l'on a pour ne pas vouloir y aller, pour ne pas vouloir changer, elles sont très puissantes. Et donc, d'une certaine manière, c'est normal qu'on ait ces difficultés. Après, il va falloir qu'on arrive à les surmonter collectivement, parce qu'individuellement, ça n'a aucun sens. Et pour terminer, et sur une note quand même un peu moins pessimiste que mes 2 milliards de morts et mes 25% de PIB en moins, je voudrais, et là pour renvoyer à cette région, puisque dans cette région, vous avez plus qu'ailleurs en France
développer ce qu'on appelle l'agroécologie. Et pour moi, c'est très important. L'agroécologie, c'est comme une espèce de signe avant-courrier, une espèce de signe annonciateur d'une relation des hommes à la nature très différente. Et pour vous faire comprendre ça, je vais revenir très loin avant, je vais revenir à ce qu'on appelle la révolution néolithique. Alors là, franchement, là, les amis, là je vais remonter loin. Là, Donald, il est perdu depuis longtemps. Là, je vais remonter vers 8000, 9000 ans avant Jésus-Christ. Quand on a, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui s'est fait sur des millénaires, quand on a inventé l'agriculture. Mais l'agriculture, eh bien, en fait, c'est en l'inventant, et pour la première fois, les êtres humains se sont mis dans une disposition très particulière vis-à-vis de la nature. Ils se sont mis dans une position de domination vis-à-vis de la nature. Et effectivement, faire pousser avec de l'agriculture quelque chose, c'est contredire le fonctionnement des écosystèmes. Vous le savez, les écosystèmes, par définition, un écosystème, c'est multispécifique. Et ça ne fonctionne que parce que les espèces s'entraident les unes les autres. Je vais vous donner quelques exemples. Les plantes ne fixent pas naturellement l'azote. Parmi les plantes, il y en a certaines qui abritent un nodule entre la racine, c'est des bactéries. Et ces bactéries savent précisément capter l'azote du sol et le rendre disponible, mangeable si j'ose dire, consommable par les plantes. Vous avez des plantes qui vont attirer les prédateurs des prédateurs d'autres plantes. C'est pour ça que nous, quand on fait de l'agriculture, d'une part, on épuise les sols, et les anciens savaient ça depuis très longtemps, et d'une part et d'autre part, nos plantations sont très sensibles aux maladies. Évidemment, avec l'agriculture moderne, qui simplifie encore énormément les choses, c'est beaucoup plus sensible. Donc, il faut plein d'intrants, il faut plein de chimie pour que ça dure. Mais dès le début, les hommes ont compris que l'agriculture était associée à une certaine forme de violence. Et là, je vais vous raconter une histoire que je connais par votre ami Xavier Ricard-Lanata dans Blanche et la Terre, où il raconte ce mythe de l'invention de la culture de la quinoa dans les Andes. Et l'histoire est très très belle. Et il y a un type, un homme très important, vous allez voir, un mâle. Bon. Et il voit de temps en temps, il a aperçu et il a vu qu'à un endroit, les étoiles venaient prendre un bain de minuit. Et évidemment, pour se baigner, elles enlevaient leur manteau de lumière. Alors évidemment, lui, il reluque, bon, je ne vous dis pas la suite. Mais bon. Et donc, il pique un manteau de lumière d'une de ces étoiles. Je ne vais pas vous décrire la suite, mais vous l'avez compris. Et il a des enfants avec elle, mais il cache le manteau de lumière. Et un jour, l'étoile découvre la cachette où se trouve son manteau de lumière. Bon, alors, elle aime son violeur au bout du compte, entre guillemets, mais là, quand elle voit son manteau de lumière, elle n'a qu'une envie, c'est de retourner dans le ciel. Mais elle est quand même sympa. Même s'il était victime de violence, elle ne va pas le laisser, d'autant que lui, il va rester avec les enfants. Et donc, l'étoile apprend à ce paysan la culture de la quinoa. Et si vous regardez dans la Bible, Caïn et Abel, ils ne sont pas très pacifiques. Il y en a un qui fait la peau à l'autre. Et donc, dans tous les mythes, l'agriculture est toujours associée à des choses comme ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que si on est agriculteur, on est méchant, hein, attention. Mais il y a un imaginaire qui était charrié. Et si vous regardez bien, le néolithique, c'est pas seulement le moment où on a, pour la première fois, ça n'existait pas avant, entretenu pour la première fois au monde une relation de domination de la nature. Eh bien, en même temps, on a renforcé deux autres dominations qui étaient déjà là, mais de façon beaucoup moins accentuée. La première, c'est la domination des riches sur les pauvres. Alors ça, aujourd'hui, hein, c'est assez monnaie courante. Mais si vous regardez au Paléolithique, il y a déjà des fois des riches, il y a des tombes princières. Mais même dans ces sociétés où il y a des riches, il y a des moments dans l'année où tout le monde est sur un pied d'égalité, on se répartit dans la nature par petits groupes, et ces petits groupes sont égalitaires, même s'il y a le prince avec vous, allez hop, t'as ton pagne et tu fais comme les autres.
Et donc, ça, c'est très important. Donc, on a, avec le néolithique, on a, pas tout de suite, ça a duré des millénaires, mais on a vraiment fait ressortir et on a fait que cette domination de certains hommes sur les autres, qui était très faible, est devenue violente et caricaturale. Parce qu'une société traditionnelle, c'est 10% d'élite et 90% de paysans. Et quand vous regardez les squelettes des premiers paysans et vous regardez les squelettes des chasseurs du Paléolithique, ce n'est pas les mêmes. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. Et puis, ben, évidemment, vous l'avez deviné, la troisième modalité de domination, c'est la domination de genre. Elle s'est énormément accentuée avec le néolithique, avec le patriarcat, tout ça. Et donc, notre civilisation veut s'en sortir avec la nature. Il faut qu'on apprenne enfin à dealer de manière plus intelligente avec notre violence. Et moi, je vois dans l'agroécologie comme une première pierre d'une future bascule de civilisation vers une forme de civilisation qui nous amènera à nouer des relations différentes entre nous et avec le milieu qui nous fait vivre et les autres êtres vivants qui composent ce milieu. Donc voilà, c'est le petit signe, n'est-ce pas? Vous allez dire, mais il est complètement cinglé, on n'y est pas et tout. Attention les amis, justement, l'agroécologie, elle existe déjà. On a fait cette bascule et on voit dans certaines couches de la société d'autres éléments où on va déjà vers cette bascule, notamment dans la relation entre genres. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on ait les fous masculinistes et virilistes qui soient les cinglés qui veuillent détruire le climat. Il y a un lien très profond. À vous de méditer ça. Merci, monsieur le professeur. Avant évidemment de passer à la série de questions-réponses, je voudrais simplement rappeler qu'on a un partenariat avec la librairie de la rue en Pente pour relire ou approfondir tout ce que vous nous avez dit ce soir. Et lire, ce serait déjà pas mal. Malheureusement, si vous voulez toute l'histoire du manteau de lumière, l'excellent ouvrage de Xavier est épuisé, qui avait été publié au Seuil. Mais j'ai 2 exemplaires chez moi, donc si quelqu'un veut toute l'histoire du manteau de lumière, éventuellement, je pourrais en prêter un. Et c'est un livre, absolument, on se le disait, qui est absolument poétique et magnifique. Et donc voilà, la librairie de la rue en Pente et tous les ouvrages sont à la sortie de la salle. Madame la vice-présidente, je donne la parole à la salle. Alors pour citer un philosophe bien connu, Dominique Bourg, vous disiez, je crois l'an dernier, qu'on vivait une époque de la transgression d'une règle d'or qui est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse toi-même, qui est fondamentale et que je pense qu'on vit tous de façon presque exponentielle depuis quelque temps. Est-ce que finalement, une des voies pour fertiliser un peu une morale différente, voire même une cosmogonie différente, est-ce que ça ne serait pas le droit, la loi, voire une nouvelle... Je pense à Michel Serres. Oui, tout à fait. Mais, et c'est tout à fait juste. Hein. On voit ça aujourd'hui avec les droits de la nature. Le droit, c'est l'expression des règles fondamentales d'une société sans lesquelles elle ne fonctionne pas. Et donc, les droits de la nature, ce n'est pas simplement une affirmation comme ça, gratuite. Non. Les droits de la nature, c'est l'expression du chamboulement qui existe dans nos sous-sols. C'est-à-dire que du temps de Descartes, et Descartes est le penseur qui a su exprimer de ça de la façon la plus claire, la physique moderne est déjà d'une certaine manière une certaine interprétation de la Genèse, hein, pas la Genèse en tant que telle, mais nous avait amené à nous penser comme différents de la nature. On appelle ça le dualisme. C'est-à-dire d'un côté on a l'homme et Dieu et de l'autre on a la nature. Et en fait la source de tous nos problèmes c'est ce dualisme.
Et si on remet en cause cette question du dualisme, et c'est ce qu'on est obligé de faire, par exemple, aujourd'hui, quand il y a un cyclone, eh bien, et que les cyclones de catégorie 5 deviennent beaucoup plus fréquents, eh bien, le cyclone n'est plus simplement un événement naturel. C'est aussi un événement culturel. C'est-à-dire que ce cyclone n'existe que parce que les êtres humains ont changé la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre, et en premier lieu de CO2. Et on pourrait multiplier les exemples. Et par ailleurs, évidemment, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, pour les cartésiens, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas de sensibilité dans la nature. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on sait, alors en éthologie, c'est très très clair. Il y a des fois des choses qui sont complètement étonnantes. C'est des travaux assez récents. On savait que les fourmis, elles retrouvaient un endroit où elles avaient trouvé de la nourriture avec les phéromones. Mais on s'est aperçu qu'elles savaient aussi compter leurs pas. Vous voyez le cerveau d'une fourmi. Et c'est pas très sympa pour les fourmis, mais soit on leur a mis des échasses, donc là c'est pas trop gênant, soit on a écourté leurs pattes en les coupant, ça c'est pas sympa du tout. En fait, elles recalculent. Donc elles ont une puissance collective de calcul. Les abeilles, ça on connaît ça depuis les années 30 avec von Fritsch, mais il y a des travaux qui ont montré que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il croyait lui, avec la fameuse danse des abeilles. C'est une danse en 8 qui indique l'orientation, la distance à laquelle on peut trouver du pollen. On s'est aperçu qu'aussi elles savaient calculer un angle. Les abeilles sont pythagoriciennes. Et puis si vous regardez les plantes, alors c'est complètement saisissant. Vous avez des plantes qui vont, par exemple des plantes qui imitent l'odeur, passez-moi l'expression, mais de la merde, bon, personne ne m'a entendu, pour attirer les mouches, parce que ce sont des plantes carnivores, et lorsque la mouche arrive, elle croit qu'elle va trouver des dents, elle se fait bouffer par la plante. Et vous avez des plantes qui, pour se défendre contre certains papillons, vont imiter la forme d'une plante que déteste le papillon. Alors je ne sais pas comment la plante a téléphoné à ses copines, à toi, alors le papillon. Bon, ok. Mais donc vous avez de l'intelligence dans la nature. Et donc, je ne sais plus pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Le droit, la loi. Oui, le droit, voilà. Et donc, quand vous comprenez tout ça, vous ne pouvez plus avoir un système juridique qui soit purement subjectif. Et là, on n'est pas très loin, mais enfin, en tout cas, on est plus près que depuis Lausanne, de la lagune de la Marménor, en Urcie, en Espagne. Et donc, cette lagune, et ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel, et c'est une loi qui a été votée par le Parlement espagnol, donc par les deux chambres. Et donc, Vox a fait un recours en disant mais attention, il n'y a que les êtres humains qui sont dignes, etc. Et la Cour constitutionnelle a dit non, on peut hiérarchiser dans la dignité. Le fait que les éléments de la nature soient dignes n'est pas contradictoire avec une forme de dignité supérieure de l'humanité, etc., etc. Et donc là, on a vraiment des droits de la nature, c'est-à-dire la lagune est un sujet de droit, elle peut ester en justice, et pour ce faire, il y a une gouvernance assez complexe qui sont en train de... Elle n'est pas encore complètement achevée, mais là, maintenant, elle va être bientôt en ordre de marche. Et dans une de ces deux commissions qui sont là pour gérer la lagune, à l'intérieur d'une, vous avez des scientifiques qui exercent un monitoring permanent de l'état de la lagune. Et en fonction de ce monitoring, la lagune peut porter plainte contre les pêcheurs, les agriculteurs, qui sont censés être des gardiens de la nature. Donc, quand on passe au droit de la nature, c'est-à-dire qu'effectivement, on est déjà sur une ontologie qui est différente, on a une métaphysique qui n'est plus la même, et ça a des conséquences très pratiques. Donc effectivement, le droit ne fait pas à lui tout seul, il va exprimer ce changement très profond d'ontologie. Pour nous, c'est évident aujourd'hui qu'un animal a de la souffrance. Il y a encore 10 ans, à Maison-Alfort, on apprenait aux vétérinaires à ne pas pratiquer une césarienne sur une vache. Heureusement, personne dans cette salle n'est né à quatre pattes à faire du lait. Parce que là, c'était la souffrance horrible assurée.
Et c'était Malebranche. Hein. Malebranche tapait sur son chien en disant « Mais non, c'est comme une cloche qui résonne. J'aurais pas aimé être le chien de Malebranche. Hein. Si vous réincarnez, faites gaffe. Hein. Évitez le chien de Malebranche. » Donc, on change la façon dont on comprend le monde, et en changeant la façon dont on comprend le monde, nécessairement, on va changer le droit. Mais quand vous avez une réaction très forte, comme vous avez aujourd'hui aux États-Unis, vous avez des gens qui violent toutes les règles, c'est leur principe, à commencer par la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie, et bien là, le droit ne tient plus. Parce qu'il ne tient que parce qu'on respecte un certain nombre de choses. Donc le droit est un élément important, et il n'est pas forcément l'élément premier. Le premier à avoir avancé l'idée dans la nature, c'est Christopher Stone, c'était un grand juriste américain. On est au milieu des années 70. La Cour suprême a failli, à l'époque, c'est pas la même qu'aujourd'hui, à une voix près à renoncer à ce qu'il voulait, c'est-à-dire que la nature, les éléments de la nature puissent rester en justice, mais en fait, le fondement n'était pas encore complètement là. Maintenant, il est vraiment là, et ce qui s'est passé en Espagne est très important, parce que là, on est dans un pays où il n'y a pas de peuple premier. On est vraiment dans un pays façonné par la modernité. Et ce pays-là éprouve le besoin d'entrer, et c'était reconnu. C'est des manifestations locales qui ont emporté avec elles la population, qui ont conduit le Parlement à accepter cette idée de droit à la nature. C'est assez intéressant. Et donc, pour ma part, je suis vraiment persuadé que c'est une dynamique qui, une fois qu'on aura dépassé le moment dramatique où l'on est, va s'étendre, parce que les raisons de fond sont là. Ouais, alors, Bruno Latour, il n'a rien fait là-dedans. Moi, j'aime beaucoup même, enfin, oui, même pas, Camille, si vous voulez. Cette idée de droit de la nature, c'est une vieille idée. Alors, en France, la juriste qui a vraiment développé ça, et vous voyez, c'est Marie-Angèle Hermite. Voilà. Ben oui, mais les autres se sont inspirés d'elle. Mais à l'époque, quand Marie-Angèle, les premières fois, c'était dans les années 90, où ils étaient deux, je ne sais plus comment s'appelait son compagnon de l'époque, et tout le monde la rabrouait. On la traitait de folle. Et vous avez des gens qui sont en avance sur la glisse d'une époque, sur ce qu'on appelle un changement de paradigme. Et là, le paradigme, il est en train de changer. C'est pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment des réactions temporaires, parce qu'on ne veut pas voir. Mais pourtant, on a déjà commencé à changer. Et ça, c'est important de se le dire dans ce moment de folie qu'on traverse aujourd'hui, de savoir que c'est une crispation. C'est un rejet par crispation. Il va finir par être balayé. Merci énormément pour votre intervention. Moi, je voulais m'inspirer de votre titre pour peut-être pour formuler une question qui est comment agir pour dépasser le déni. Donc, on a tous certainement des gènes de Rantanplan, ça c'est un peu évident. Mais vous l'avez dit, les écolos sont taxés d'être plutôt appuyés sur de la science, et non seulement sur de la science, mais sur une pensée complexe. Donc, on sait bien, vous avez dit aussi, on ne peut pas parler des règlements climatiques sans parler de biodiversité et réciproquement. Quand on parle de biodiversité, on rentre dans des systèmes, enfin c'est extrêmement complexe. Donc par rapport à ça, comment on construit une mise en récit qui soit accessible et qui permette de présenter à tout un chacun un projet alternatif qui fasse sens commun? Voilà, c'est vraiment la question qu'on peut se poser pour savoir comment agir pour arriver à dépasser ce déni. Tout à fait. Alors, j'aurais deux réponses un peu différentes. Déjà par rapport à soi, et pas l'idée de faire changer les choses. Quand on est vraiment éco-anxieux, et moi j'ai eu le problème en tant qu'enseignant, hein, en plus j'avais monté un cours à l'Université de Lausanne, qui était un cours qui était dédié aux gens qui n'étaient pas de ma faculté, qui est la faculté de géosciences, où tout le monde normalement devait avoir une bonne formation en environnement et en écologie, mais qui était dédié aux étudiantes et étudiants des autres facultés. Donc, ceux-là n'avaient aucune formation sur le sujet. Et en un semestre,
je les amenais à prendre vraiment conscience de la situation dans laquelle on était, des raisons et tout. Là, je n'avais pas 50 minutes, hein, j'avais des heures de cours. Donc, on peut vraiment rentrer dans le détail. Et mon problème a toujours été, il y a deux écueils, si vous voulez pousser au suicide. Franchement, là, en tant que pédagogue, vous n'êtes pas très très bon. Hein. Ou alors, vous les poussez au fatalisme. Il n'y a rien à faire, je m'en fous. C'est trop dur. Hein, c'est mon déni tout à l'heure, mais vraiment poussé à l'extrême. Et c'est très difficile, parce qu'évidemment, les mêmes propos ne suscitent pas les mêmes réactions chez des personnes différentes. Et c'était pour moi vraiment un souci permanent. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui aidait le plus, et en fait, tous les psychologues ou psychiatres m'ont tous dit la même chose, quand on est éco-anxieux, la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est agir. Et quand il y a eu en Suisse, alors vous savez, en Suisse, quand il y a des manifestations, c'est rare. Hein. Moi, ça fait 15 ans que j'y suis, j'en ai pas vu beaucoup. Puis en général, il faut vraiment regarder par-dessus les policiers pour voir un manifestant. Mais là, d'un seul coup, il y avait une quinzaine de milliers de jeunes dans la rue. C'était 2019. Hein. C'était vraiment l'année des manifestations pour le climat. Et là, toute la jeunesse s'est levée et il y avait tous mes étudiantes et mes étudiants. C'était une thérapie collective gratos. C'est-à-dire que quand vous agissez, quel que soit le niveau, vous pouvez faire votre jardin, etc., c'est le seul moyen que vous ayez de vous décharger de ce poids terrible qu'est cette connaissance et ces perspectives qui sont un petit peu sombres. Alors on a écrasé cette jeunesse, on l'a écrasée dans l'argent. En Suisse, on l'a écrasée par l'argent, mais vous avez vu en Angleterre, par exemple, les deux jeunes filles qui avaient mis de la soupe, non pas sur un Van Gogh, parce que là, j'aurais pas rigolé, mais c'était sur la vitre qui protégeait un Van Gogh. Bon. Elles font de la prison ferme. Vous forez du pétrole, vous tuez l'ensemble de la vie sur Terre et vous recevez la Légion d'honneur. Vous mettez un peu de ketchup sur la vitre qui protège un tableau et vous faites de la tôle. Pour moi, il y a un truc qui ne colle pas au royaume du Danemark. Ça ne marche pas, ce truc-là, ça va pas. Donc, ça. Alors ensuite, après, comment avoir... Alors, on se pose tous le problème, mais personne n'a trouvé la solution. Tout le monde se dit, effectivement, j'ai une donne qui est complexe, et elle prend les gens à rebours. C'est-à-dire que même si on n'y croit plus, on a tous envie de consommer. On dit aux gens, vous devriez consommer moins. On en parlait tout à l'heure, on a tous les indicateurs qui nous montrent qu'à partir d'un certain seuil de revenus, eh bien, les gains ultérieurs ne changeront absolument pas, n'affecteront en rien le sentiment de bien-être de la personne. Bon, donc tout ça est objectivé, et pourtant on n'arrive pas à orienter les gens vers, disons, plus de modestie matérielle. Il ne s'agit pas d'être à quatre pattes et de brouter l'herbe dans les champs, mais il s'agit déjà de savoir renoncer à ce qui est gabegie. Et on a du mal. Et donc, et on voit bien, d'ailleurs, l'écologie politique, elle a déjà du mal à parler de décroissance. Il y a un quart des gens qui vont y aller plus facilement, mais les trois autres quarts n'y vont pas. Et puis, politiquement, si vous voulez vraiment ne pas vous faire élire, vous faites ce que j'ai fait moi en 2019. Vous disiez vraiment, ce que je vous ai dit là, vous faites comme moi, un 8. Coucou panier, rentre chez toi. Donc c'est très compliqué. Et franchement, si j'avais la solution, j'aurais pas fait un 8. Et franchement, je ne me suis pas amélioré par rapport à 2019. Donc, voilà, maintenant je me lance dans le récit, j'adore ça, mais d'autre manière, on n'a pas trouvé le Graal, là. Et c'est très difficile. Vraiment, c'est très difficile. Vous l'avez dit vous-même. Parce qu'il faut
il faut rendre sensible à une histoire qui est très complexe. Il y a de multiples paramètres. Il faut une culture. Ce qui fait que, si vous voulez, pour moi, les réseaux sociaux, ça a vraiment. Alors, ça, je le sais parce que je suis lié à l'édition. Tout ce qui est édition un peu complexe, ça s'effondre. On trouve vraiment de moins en moins de lecteurs. Les réseaux sociaux nous ont tous tirés vers le bas. Et l'intelligence artificielle ne risque pas d'améliorer les choses. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Hein. Moi, je l'utilise pour certaines choses. Mais si on la démocratise dans un mauvais sens, et si on offre aux gens tout un tas de moyens de ne pas exercer leur esprit, vous vous souvenez du film là, d'il y a une dizaine d'années qui s'appelle Wall-E? Alors, Wall-E, on a les deux. On a le côté intellectuel et on a le côté physique. En fait, on était sur comme une espèce de grosse soucoupe, si vous voulez, une station quoi, dans l'espace, où se retrouvait tout ce qui vivait encore comme être humain sur Terre. Il n'y avait plus personne sur Terre. La Terre était un tas d'immondices, mort. Et donc, les premières images, on est dans cette station, et on voit des gens qui n'arrivent même plus à bouger de leur chaise. Ils n'ont pas bougé de leur chaise depuis des années. Et ils ont la même mobilité mentale que la mobilité physique. Et en fait, ils sont hilars devant une console, ils ne comprennent rien à rien. Et donc, c'est un petit robot qui s'appelle Wall-E qui, lui, s'enfuit et veut sauver la Terre. Il est très ambitieux, le petit robot. Mais bon, eh bien, si vous voulez, me fait peur qu'on accentue ça, c'est-à-dire qu'on soit obligé de faire du fitness intellectuel. C'est-à-dire que là, si on ne fait pas de sport, on a des corps qui s'abîment. Donc là, si vous n'exercez pas votre esprit, et de façon très très simple, hein, eh bien, évidemment, si vous ne l'exercez plus, il va s'ankyloser et vous allez devenir, si vous voulez, incapable mentalement par manque d'exercice. Et une des difficultés, ce serait ça. Et donc, même le QI, vous avez une mesure du QI à l'échelle du monde qui nous montre que depuis une vingtaine d'années, la mesure du QI va vraiment vers le bas. Alors le QI, ça vaut ce que ça vaut. Mais si vous faites ça sur la Terre, etc., et si vous le faites depuis 40 ans, ça vous donne une tendance quand même. Hein. Et donc, oui, ça, je suis inquiet. On est face à des problèmes très complexes. Et par rapport à ces problèmes, marchent les âneries populistes. Les pauvres écolos. C'est dur. Hein. C'est très dur de se faire entendre. Alors bonsoir, merci beaucoup pour cette intervention vraiment très très passionnante. J'ai une question sur ce que vous dites sur les réseaux sociaux et en fait le rôle du média dans le développement de ce déni, dans la cause en fait pour ce déni, mais potentiellement aussi si ça pourrait servir comme solution. Et comment vous voyez ça, voilà. Alors, entendons-nous bien, il y a des médias qui font très bien leur travail. Hein. Il y a des médias qui font très bien leur travail. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui, si vous voulez. C'est que si on veut connaître l'état de la Terre, je ne sais pas moi, imaginons une adolescente ou un adolescent de 14-15 ans, avec le web, il peut avoir une information assez précise, bien faite. Vous avez des podcasts, vous avez des documentaires. Je veux dire, les médias, c'est les deux. Hein. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une information bien faite. En plus, il y a des gens vraiment de grand talent. Vous avez des documentaires qui savent jouer et sur l'aspect intellectuel et sur l'aspect sensible. Et c'est vrai que l'aspect directement intellect ne nous meut pas. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé. Le pauvre, maintenant, il est très malade. Mais j'avais pour ami Hervé Le Treut, qui a été un des grands modélisateurs à l'IPSL. Hein. Georges Douzel, par exemple, lui était comme Valérie Masson-Delmotte, moi, c'était plutôt des paléoclimatologues. Lui, c'était un modélisateur, il fait des modèles. Et il faisait des modèles comme il allait à son labo, comme un boulanger va faire ses petits pains, quoi. Et puis il m'a dit un jour, mais mes modèles, là, cet été, je les ai pris en pleine gueule, quoi. Et je ne les vois pas du tout pareil. C'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est un climatologue. En fait, jusqu'en 2018, je ne disais pas qu'il se foutait du climat, mais franchement, je ne l'ai pas dénoncé, hein, je ne donnerai pas son nom, mais
il s'en foutait un peu. Et puis là, il a vu que ce qu'il racontait dans ses modèles l'affectait lui. Il a complètement changé. On n'arrivait plus à le retenir. Et il en devenait presque... Il allait presque au-delà de ce qu'on peut dire dans les dangers possibles. Donc, et c'est ça toute l'astuce du récit, c'est-à-dire qu'à la fois, il ne faut pas qu'il simplifie trop les informations et leur complexité, mais il faut qu'il vous bouge jusqu'au fond de votre âme, quoi. Et c'est vrai que c'est très très dur, et le faire à échelle publique, c'est pas facile, parce que effectivement, ce qui est plus difficile, c'est quand vous tirez vers la facilité, vers la haine. Ça marche toujours plus, si vous voulez. Tirer les gens vers la bonté, tirer les gens vers la protection, tirer les gens vers la complexité, tirer les gens vers l'intelligence des choses, c'est beaucoup plus difficile que les inviter à casser la gueule à leurs voisins. Donc, voilà, mais ce n'est pas une raison de ne pas le faire. Merci. Tout d'abord, merci à la Glaude pour faire des super conférences comme ça. Il y a toujours des interventions de très grande qualité. Et c'est très agréable. Et quand on ne peut pas les voir en vrai, on peut les regarder en ligne. Donc, quand on ne peut pas venir, c'est très agréable. J'avais trois questions ou remarques. Première question sur l'agroécologie. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'agroécologie, c'est vraiment les prémices. On est en train quand même déjà de revenir en arrière, exactement comme vous le disiez. La nouvelle loi d'orientation agricole de 20 février dernier, elle est en train de revenir en arrière sur la biodiversité. Voilà, c'est catastrophique. Enfin, on se demande comment ils réfléchissent là-haut. Ils ne réfléchissent pas souvent, ou alors ils ont un autre objectif, si vous voulez. Donc la LPO fait à partir de demain et toute la semaine une opération qui s'appelle La Nature en Deuil. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur le site de la LPO, il y a plein de choses à soutenir sur ça. Leur accroche visuelle est très belle. Oui. J'avais une question sur la démographie. Vous m'avez un peu perdu parce qu'au départ, vous avez dit qu'effectivement, il y avait des projections démographiques quand même qui, jusqu'à 2050, allaient augmenter de quelques milliards de personnes supplémentaires. 2 milliards. Et en même temps, vous avez dit que les actuaires qui font les projections pour les assurances étaient plutôt partis sur une décroissance sur 2 milliards de morts. Donc entre ce qui va augmenter et ce qui va descendre, et plus la démographie, la natalité à 0,7, vous m'avez perdu sur la démographie. Alors je comprends que je vous ai perdu, mais en fait c'est tout simplement parce que, si vous voulez, ces chiffres et ce que j'ai dit a des sources différentes et qu'on ne fait pas forcément le lien entre elles. Quand on nous dit qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait 2 milliards de personnes qui arrivent, c'est tout simplement, on prend le taux de fécondité tel qu'il existe, etc., et on déploie ça. Or, parfois, on a des ruptures. En France, après Stalingrad, la natalité repart. Aucun démographe ne vous aurait dit en 41, 42 que ça allait repartir en 43. Il y a parfois aussi des accélérations vers le bas. Il y a des moments où on perd le moral et on n'a pas envie de faire d'enfants, etc. Donc vous avez des choses qui font que, si vous voulez, ce qu'on va reporter mécaniquement ne va pas forcément se produire comme ça. Ensuite, quand on dit ça, on ne fait pas du tout le lien. On ne fait pas le lien avec les difficultés qu'on a aujourd'hui. Si c'est très simple, en 1800, on est 1 milliard. J'arrondis à chaque fois, mais on est 1 milliard en 1800, on est 2 milliards en 1900, on est 3 milliards en 1950, on sera 6 milliards en 2000 et on est 8 milliards aujourd'hui. Et donc, ce qu'on appelle la révolution verte, alors déjà, premièrement, le passage d'1 milliard à 2 milliards, c'est le procédé Haber-Bosch, c'est les engrais azotés, etc. C'est ça qui va permettre de faire décoller la démographie. Et puis, cette révolution verte va encore s'accentuer dans l'après-guerre, elle va se répandre là où elle n'était pas répandue, et vous avez la démographie mondiale qui explose. Or, parce qu'on a pu produire en masse une nourriture à bon marché. Maintenant, cette production-là, les effets de cette production commencent à ralentir nos capacités de produire de l'alimentation. Arrive là-dessus
le climat, les effondrements de biodiversité. Et il est assez probable qu'on ait vraiment en tout cas, au moins dans un premier temps, une nourriture probablement moins abondante, mais surtout beaucoup plus chère. Et puis ensuite, une nourriture toujours beaucoup plus chère, mais vraiment dont cette fois-ci les quantités en masse vont diminuer, ce dont on ne tient absolument pas compte quand on parle des 2 milliards qu'on aura en 2050. Moi, j'y crois pas. Parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, entre aujourd'hui et 2050, on va passer entre 1,5 degré et 2 degrés. C'est-à-dire l'intensité des événements extrêmes double quand on passe de 1,5 à 2 degrés. En passant d'un 5 à 2 degrés, l'effet qu'on voit très bien aujourd'hui de ce qu'on appelle la loi Clausius-Clapeyron, c'est-à-dire que quand vous augmentez la température de surface d'1 degré, vous avez 7% d'humidité potentielle en plus, donc là on est à 10%. Donc les effets en termes de pluie Karcher vont énormément s'étendre et se multiplier. Donc je ne pense pas du tout qu'on pourra nourrir autant de personnes que 10 milliards en 2050. Ça, j'y crois pas du tout. Et effectivement, c'est ce que nous racontent les actuaires. Donc c'est tout simplement parce que je donne 2 informations avec 2 sources totalement indépendantes les unes des autres et je ne les corrèle pas l'une avec l'autre, d'où l'effet, vous avez tout à fait raison, l'effet de trouble. Alors, oui, juste, je finis ma dernière question, excusez-moi, et j'avais juste une question. Vous parliez au tout début des petits pas et des petites actions qui feraient qu'on ne serait pas au rendez-vous. Et en même temps, accompagner les gens au changement, c'est justement toujours par des petits pas. Et voilà, j'avais une question, c'est comment on fait pour accompagner nos concitoyens à modifier leurs actions? Oui, alors vous avez raison de me relever là-dessus parce que ce n'était pas assez nuancé ce que j'ai dit. En fait, le commencement par les petits pas, c'est très difficile de l'éviter. Mais vous avez un psychosociologue, ils étaient 2, mais je me souviens d'un des noms, c'est Robert Vincent Joule, parce qu'il était à Aix et je le connaissais. Il y a le pied dans la porte. C'est-à-dire, effectivement, à chaque fois, chaque pas supplémentaire, vous accroissez la distance franchie. Et donc, en quelques pas, on est déjà assez loin. Oui. J'essaie d'être plus court. Bon, effectivement, je suis moi-même confronté à la ronce dans ma commune, à la difficulté de mobiliser les habitants sur ces problématiques-là. Pour autant, il s'est passé quelque chose il y a quelques années qu'on appelait la Convention citoyenne pour le climat. On a tiré au sort 150 personnes, dont certains qui étaient des climato-sceptiques ou complètement... 30% carrément. Qui étaient complètement... qui ne connaissaient rien finalement à ces questions climatiques ou environnementales. Et à l'issue d'un travail de 6 mois environ, ces 150 personnes étaient pratiquement unanimes pour dire voilà des mesures phares, importantes qu'il faut prendre. Ça veut dire qu'on a bien des outils qui sont capables de modifier des points de vue, des comportements, dès lors qu'on fait débattre les gens ensemble. Ma question, c'est d'abord, qu'en pensez-vous? Et pourquoi on n'organise pas de manière systématique, au niveau territorial, au niveau national, des conventions citoyennes pour transformer finalement le point de vue des habitants face à ces problématiques fondamentales? Alors, ma réponse va un peu vous décevoir. Je pense que c'est très bien. Moi, j'ai travaillé là-dessus déjà. La première qu'on ait fait en France, ce n'était pas une convention citoyenne, mais c'était une conférence de citoyens. C'était en 98, c'était sur l'introduction des OGM dans l'agriculture et dans l'alimentation. Et donc, le principe de la convention citoyenne était très proche de ces conférences, c'est-à-dire que vous avez plusieurs week-ends de formation avec un animateur. On va inviter sur des points beaucoup plus particuliers, des conférenciers particuliers. Donc en fait, si vous voulez, vous avez raison, il n'y a plus aucun climato-sceptique à la fin. Ils sont 150. Sur les 150, il n'y en a aucun. Aucun climato-sceptique. Alors sauf, oui, sauf il est complètement taré, mais s'il est normal, il n'y en a aucun qui résiste à une information de qualité. Ok, mais ça, vous ne pouvez pas le faire avec une population. Là, vous vous rendez compte, les gens, ils ont accepté d'être captifs des heures durant pendant plusieurs week-ends. Ils subissent, mais ils en tirent un plaisir aussi, hein, ils subissent vraiment une formation de haute qualité avec parmi les meilleurs experts. Vous ne pouvez pas faire ça avec 68 millions de personnes. Ce n'est pas possible. On a déjà cette première difficulté qui est une difficulté d'échelle, si vous voulez.
Ensuite, vous allez me dire, mais oui, mais alors on va multiplier les conférences des citoyens. Oui, mais une conférence citoyen, c'est entre 700 000 € et 1 million d'euros. Vous faites comment pour les multiplier? Donc c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que là, on a une institution qui est vraiment intéressante. Il faut la faire de temps en temps pour des sujets qui valent vraiment le coup, mais ce n'est pas un instrument que vous pouvez comme ça diffuser. Alors, on peut faire à une échelle locale des choses plus light, évidemment, bien sûr, et c'est même très important pour entraîner les citoyens avec soi. Mais un dispositif comme celui-là, qui est aussi performant, ça ne se fait qu'à petite échelle et à un coût pécuniaire relativement élevé. Maintenant, on peut s'inspirer. Et puis, alors, en plus, la presse n'a pas vraiment joué de jeu. Parce que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait vraiment une caisse de résonance totale dans la presse, qu'elle se fasse le relais permanent de ce que se dit dans les formations. Or, il n'y a pas de journalistes dans les formations. Vous voyez ? Et donc, voilà, on peut peut-être trouver des choses intermédiaires, mais on ne peut pas prendre ce modèle et puis lui faire changer d'une part d'échelle et d'autre part le disséminer à l'infini. Ce n'est pas une véritable prise de parole, monsieur le professeur. Moi, je suis celui qui est arrivé en retard tout à l'heure, mais enfin, j'ai entendu l'entièreté de votre propos. Une conférence dont je veux dire ici qu'elle sera dès demain, parce qu'elle a fait l'objet d'une captation, accessible sur le site de la communauté d'agglomération. Et vous dire que c'est avec un grand plaisir que nous avons les uns et les autres assisté à ce grand moment. Nous avons besoin, évidemment ici comme ailleurs, de ces pauses où on a besoin un petit peu de réfléchir au-delà même des actes que l'on commet, et quelquefois positivement, puisque nous avons un plan climat, air, énergie territoriale dont Martine a dû certainement parler tout à l'heure, mais je suis arrivé pendant toute l'intervention. Eh bien, je le dis, depuis 2021, nous avons un PCAT, et ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça veut dire simplement que désormais, nos politiques publiques sont analysées à l'aune de ce que ce PCAT indique. Et bien évidemment, tout ce que vous avez pu nous dire tout à l'heure, alors entre les mafieux qui gouvernent le monde et les mécanismes et les ressorts du déni, parce qu'on est tous un peu dans le déni, vous l'avez d'ailleurs parfaitement dit, alors il faut se soigner. Alors on va essayer de se soigner, et dans l'immédiat, je propose que toutes et tous on se retrouve autour d'un verre, et que pour ceux qui veulent effectivement une dédicace, eh bien, parmi les nombreux livres et je remercie la librairie en pente d'ailleurs de s'être mobilisée pour pouvoir présenter ces livres et pour vous de pouvoir les dédicacer. Merci encore et on applaudit notre conférencier.